Bonjour à toutes et à tous. Alors le cours d'aujourd'hui porte sur la poésie baroque du début du XVIIe siècle. Vous avez déjà dû étudier le baroque au travers d'Agrippa d'Aubigné dans la deuxième moitié du XVIe siècle. On va maintenant étudier le devenir de ce courant d'influence dans le lyrisme du premier XVIIe, notamment au travers de deux auteurs, donc Théophile de Viau d'abord et Saint-Amand, deux auteurs qui ne vous disent peut-être pas grand-chose, mais qu'il est important de connaître pour comprendre l'évolution de l'histoire littéraire du XVIIe siècle. Alors je vous ai mis sur cette vue déjà quelques éléments pour comprendre que cette notion de baroque, à l'inverse de d'autres noms qu'on a pu donner à des courants littéraires, est une notion assez fluctuante. Donc quelques éléments que vous avez déjà étudiés à propos d'Agrippa d'Aubigné. Vous savez que le terme baroque vient du portugais barroco, qui veut dire perle irrégulière, et que c'est un terme d'abord perçu comme relevant de l'architecture, qu'on a ensuite appliqué à l'histoire littéraire. C'est un terme posé a posteriori, donc, pour désigner une sorte de période préclassique et en opposition avec la période classique. Ce qu'il est important de retenir avec la notion de baroque, c'est une notion souvent perçue comme en négatif d'autres courants, en négatif du classicisme, et qu'on a du mal à définir pour elle-même. Je m'étends un peu plus là-dessus que ce que je vous ai mis sur la vue, en rappelant d'autres éléments sur cette notion. Donc à la différence de la Pléiade, par exemple, qui s'appuie sur un programme défini et qui reçoit, avec, vous l'avez vu, la défense et l'illustration de la langue française de Du Bellay, une sorte de manifeste. À la différence également du classicisme, qui s'appuie sur un corps de règles et sur des doctrines, qui vont trouver leur expression notamment dans l'art poétique de Boileau, que vous étudierez un peu plus tard dans le semestre. Le baroque apparaît comme une notion assez fluctuante et difficile à cerner, aussi bien dans ses limites chronologiques que dans sa définition même. Déjà parce que dans sa version littéraire française, à la différence de sa version littéraire espagnole ou anglaise, le baroque ne présente pas de figure aussi imposante que celle, par exemple, de Ronsard pour la Pléiade ou de Racine pour le classicisme. On est parfois, par ailleurs, en mal de dire vraiment quel auteur, à l'exception notable d'Agrippa d'Aubigné que vous avez étudié, relève ou non de ce courant baroque. Les noms varient d'une anthologie à une autre, vous verrez. D'une histoire littéraire à un précis de littérature, on n'a pas toujours les mêmes auteurs. On s'accorde à penser que des auteurs importants, comme par exemple Malherbe ou Corneille, ont eu une période baroque, ou une première manière baroque, ou ont été influencés à un moment ou à un autre de leur œuvre par le baroque, mais ce ne sont pas à proprement parler des auteurs baroques. Il y a par exemple chez Montaigne toute une partie d'influences qui viennent directement du baroque, mais on ne peut pas dire que Montaigne soit un auteur baroque. Donc c'est à la fois une esthétique qui traverse toutes les œuvres du XVIIe d'une manière ou d'une autre, mais dont on a du mal à déterminer les limites ou les têtes de file. D'autant, je le rappelle, que les auteurs de l'époque n'avaient pas du tout conscience d'appartenir à un mouvement baroque, le terme ayant été posé plus tard. Donc le baroque a tendance à servir à désigner un peu l'inclassable ou le négatif des autres courants. Est baroque par exemple ce qui n'est pas classique, et pourtant bon nombre d'œuvres d'auteurs classiques contiennent une influence baroque. Les contours donc ne sont pas nettement déterminés, et comme je l'ai écrit et comme je le rappelle, c'est un terme posé a posteriori pour désigner un moment de transition, donc cet âge qui n'est pas encore classique, qui n'est plus celui de la Pléiade et de la Renaissance, et contre lequel va se fonder l'esthétique classique. On oppose souvent le baroque avec le classique, puisque les traits principaux qu'on va représenter dans l'esthétique baroque sont l'irrégularité, des images déroutantes, ou encore la figure du débordement, de l'exubérance, etc. Alors d'abord, de quels auteurs parle-t-on quand on parle du lyrisme baroque du début du XVIIe ? On parle globalement d'auteurs bien peu connus aujourd'hui, comparés à ceux des courants qui précèdent et qui suivent. On retiendra notamment Jean de Sponde, Saint-Amand, Tristan l'Hermite, Théophile de Viau, Isaac de Benserade et Mathurin Régnier, que je vous ai mis sur cette fiche. On s'attardera, on le verra davantage sur Saint-Amand et Théophile de Viau. Les auteurs baroques français, globalement, sont beaucoup moins célèbres que leurs équivalents espagnols ou anglais, que vous devez connaître davantage. Donc Góngora, Calderón de la Barca, Lope de Vega pour l'espagnol, et Milton ou Shakespeare pour l'Angleterre.
Mais encore une fois, si on n'a pas forcément de chefs-d'œuvre baroques qu'on a autant retenu que des chefs-d'œuvre de la Pléiade ou des chefs-d'œuvre classiques dans l'histoire littéraire, on retrouve des traits du baroque dans bon nombre de chefs-d'œuvre beaucoup plus célèbres du XVIIe, notamment chez Corneille dans l'Illusion comique par exemple, chez Montaigne ou chez Molière. Ensuite, quelles sont les caractéristiques de cette esthétique baroque, notamment dans cette période-là du baroque, qui est donc celle du 1er XVIIe siècle? L'opposition qu'on fait souvent entre le baroque et le classicisme vient du fait que le baroque veut refléter une société composite et mouvementée, et se soucie fort peu des règles qui seront à l'inverse au fondement de l'esthétique classique. On valorise dans l'esthétique baroque l'exubérance de l'imagination, l'exubérance du style, on valorise l'idée d'une liberté absolue dans la représentation. L'esthétique baroque veut exprimer la vie, les passions et le mouvement. Et pour ça, elle s'attache à plusieurs constantes. D'abord, travailler sur l'art de surprendre, c'est ce que je vous ai mis sur cette vue. Donc l'esthétique du baroque est une esthétique du mouvement perpétuel qui fait écho à un refus de l'autorité et de l'ordre. Le baroque est un art de la liberté et un art en liberté. Le lyrisme se veut relâché la plupart du temps, il se veut déstabilisant, il se veut contrasté et en mouvement. Donc il est construit parfois sur des images brillantes et extrêmement recherchées, parfois sur des images à l'inverse hyper réalistes. Il a pour but de créer la surprise. Donc vraiment cet art de surprendre est au cœur de l'esthétique baroque. Un autre élément important de cette esthétique, c'est l'importance des images. Bien souvent, face à la poésie baroque du début du XVIIe, on est face à des images très difficiles, très recherchées, face à des métaphores qui sont souvent prolongées ou filées, ou qui sont dédoublées dans le poème, ou qui sont répétées par d'autres comparaisons à l'intérieur du poème. Donc il y a vraiment une recherche du raffinement de l'image, un raffinement auquel on a pu reprocher d'ailleurs d'être excessif ou un peu pompeux. Quoi qu'il en soit, un poème baroque se reconnaît facilement à la complexité raffinée de son système d'images. Une troisième caractéristique importante de cette esthétique, c'est le goût du baroque pour le débordement, pour le trop. Là où l'art classique vante perpétuellement la mesure et le naturel, le baroque se veut aussi un art de la surcharge, de la métamorphose, de la disproportion dans les images autant que dans les thèmes. On va y mettre en valeur notamment des sentiments troubles, des sentiments exacerbés, obscurs, irrationnels, etc. Donc il ne faut pas non plus avoir une idée complètement univoque du baroque. C'est un art du détail et de la nuance, autant qu'un art de la démesure et de l'ostentation. Alors pour exemple, des poètes baroques du début du XVIIe siècle, on cite souvent Théophile de Viau, dont je vous ai mis ici l'exemple d'un poème. Vous en avez d'autres dans la brochure que je vous invite à aller consulter. Alors Théophile de Viau est à la fois poète et dramaturge, et son œuvre se présente vraiment comme une œuvre de transition, puisqu'il a à la fois une attitude moderne, qui comme Malherbe refuse la langue savante et préfère la pureté et la clarté rationnelle, mais garde toutefois en tête la théorie ronsardienne de l'enthousiasme poétique que vous avez dû étudier. Donc il se situe vraiment entre ces deux œuvres-là. Il y a chez lui surtout un refus de l'assujettissement aux anciens, donc à la culture antique, au profit d'une expression personnelle, naturelle et sincère, dont là-dessus il s'écarte de l'une comme l'autre de ces esthétiques. Vous pourrez aller voir notamment Élégie à une dame ou Au roi sur son exil, que vous avez, je crois, dans votre brochure. Ça ne veut pas dire que Théophile de Viau ne conserve pas de références antiques, notamment aux Métamorphoses d'Ovide, mais c'est au profit d'une vision du monde moderne et surtout d'une vision baroque, donc. Théophile de Viau a une position un peu particulière dans ce début du XVIIe siècle. Il est à la fois considéré comme un poète baroque, mais aussi comme l'un des plus importants représentants du mouvement du libertinage érudit. Il a à l'époque une renommée assez considérable, due aussi en partie à son destin assez tragique, puisque
dès 1916, il reçoit l'ordre de quitter la France pour la rédaction de vers dits indignes d'un chrétien. Il y revient un peu plus tard et participe au Parnasse des poètes satiriques, un recueil qui fait scandale auprès des jésuites à l'époque. Et Théophile de Viau, accusé d'avoir écrit le sonnet d'ouverture, est accusé d'athéisme. Or, ces dérives et ces condamnations d'athéisme sont largement reprises en main à partir de 1623, et Théophile de Viau est condamné pour libertinage, ainsi que les autres collaborateurs du recueil du Parnasse des poètes satiriques. Donc son arrestation est ordonnée, mais il s'enfuit avant d'être arrêté tout de même en septembre de la même année, et il devient alors un cas assez exemplaire de l'affermissement de l'autorité monarchique avec l'arrivée au pouvoir de Richelieu en 1624. Donc son gouvernement à Richelieu, de plus en plus absolutiste et appuyé par les dévots, condamne en 1625 Théophile de Viau au bannissement perpétuel, et il finit par mourir finalement un an plus tard en détention, donc en 1626. Donc il a vraiment un peu cette figure-là de martyr des libertins, et il jouit à l'époque d'une renommée assez considérable, comme en témoigne le grand nombre des éditions de ses œuvres complètes jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Cette renommée, elle se poursuit sur plusieurs décennies. Finalement, c'est la condamnation par Boileau, dans ses satires, qui va provoquer le déclin de la renommée de Théophile de Viau. Pendant plus d'un siècle, il va pratiquement disparaître du panorama littéraire pour être redécouvert à l'époque romantique comme un bon nombre en fait des poètes baroques qui vont largement inspirer l'esthétique romantique. L'autre figure à connaître quand on parle du lyrisme baroque du 1er XVIIe siècle, c'est la figure de Saint-Amand. Saint-Amand, il est né à Rouen, dans la bourgeoisie marchande, et est arrivé en 1620 à Paris, où il a trouvé rapidement des protecteurs assez importants et durables, donc notamment le duc de Retz, le duc d'Harcourt et Marie de Gonzague, qui n'est autre que la future reine de Pologne. Saint-Amand, il a une vie intéressante vis-à-vis de son œuvre, c'est pour ça que j'y fais un petit détour. Il a voyagé beaucoup. Il a séjourné notamment à Rome en 1633 et il a commandé également un navire durant l'expédition de Gaète en 1640. Parallèlement à cela, il fréquente les cercles et les salons littéraires de Marolles, de Rambouillet notamment, mais aussi des poètes libertins suspects à l'époque et notamment Théophile de Viau ou d'autres écrivains reconnus de l'époque. C'est un lecteur assidu des grands auteurs italiens et espagnols. Il est donc un érudit et un homme qui mène une vie très agitée et qui rédige une œuvre poétique très variée, assez conforme à son existence, tantôt burlesque et grotesque, tantôt sensuelle et érotique, tantôt plus méditative. Les caractéristiques principales de son œuvre, donc de l'œuvre de Saint-Amand, c'est un mélange complexe assez fréquent entre d'un côté un goût de la fantaisie et de l'exubérance, mêlé à, de l'autre côté, un sens aigu du réel et une maîtrise pointue de l'image et un travail ciselé surtout du rythme. Donc Saint-Amand, c'est vraiment en plein dans l'esthétique baroque pour le coup, même si lui aussi fait la synthèse quelque part entre la Pléiade et les idées de Malherbe sur le naturel et la mesure. Pour cela d'ailleurs, il déconcerte les classiques et notamment Boileau et séduit en revanche, tout comme Théophile de Viau, les romantiques plus tard, Théophile Gautier notamment, par la liberté et la variété de son œuvre. Saint-Amand, c'est un poète baroque par excellence. Cette vision baroque, elle se retrouve dans le jeu sur le contraste, sur la nuance, sur l'exubérance, et surtout dans la revendication globale d'une plume libre. Il y a un goût assez manifeste chez Saint-Amand de la mise en rapport, par exemple, de deux idées apparemment incompatibles, qui permettent de fonder une image un peu énigmatique, tout en laissant au lecteur le soin de déchiffrer cette énigme. C'est notamment le cas avec l'image du violon ailé qui renvoie à l'oiseau et qu'on retrouve à plusieurs reprises dans son œuvre. Alors, signe de succès, Saint-Amand publie dès 1929 son premier recueil, augmenté une première fois 2 ans plus tard,
puis suivi d'une seconde partie en 1643, d'une troisième partie en 1649 et d'un dernier recueil en 1658. Il est vraiment à noter dans son œuvre sa grande diversité, puisqu'on y trouve à la fois des pensées, des méditations métaphysiques ou bucoliques, des visions fantastiques, grotesques, des tableaux sensuels et érotiques, et même des poèmes gastronomiques. Donc là, je vous ai mis un exemple sur la vue, un extrait du Palais de la Volupté, et je vous encourage à aller consulter la brochure évidemment, mais aussi les poèmes Les Visions et La Vigne, qui vous donneront un bon aperçu de la variété de l'écriture de Saint-Amand.